professeur Didier Raoult, le président de la République française, dans une conférence de presse, dit que la recherche médicale en France est en mauvais état depuis plusieurs années, qu'il faut créer des clusters de recherche comme vous l'avez fait à l'IHU, qu'il faut injecter de l'argent. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je suis content. Après, comme dans l'histoire du Covid, malheureusement, j'ai souvent eu raison parce que je suis moins émotif, je suis plus dans la réalité, dans l'étude des chiffres, je passe mon temps à travailler, à regarder les données, et ce qu'il dit, c'est quelque chose que j'avais publié il y a 5 ou 6 ans de ça, quand je faisais des chroniques dans Le Point, et qui m'avait valu une haine incroyable de directeur de l'INSERM de l'époque, qui était Yves Lévy, avec une désassociation de l'INSERM avec mon institut, parce que bien sûr c'est l'INSERM qui est responsable de la recherche médicale. C'est-à-dire dire que la recherche médicale ne va pas bien dans ce pays, c'est dire que l'INSERM ne fait pas son travail. Et il continue d'ailleurs, le directeur de l'INSERM milite là, on se demande à quel propos, dans l'assistance publique de Marseille, pour essayer de couper en morceaux différents l'IHU, de manière telle que ce que j'ai monté depuis 30 ans, c'est-à-dire le seul institut qui a été capable de répondre dans le temps à une épidémie, perde de ses moyens. Donc il faut être clair que d'avoir raison ne vous suscite pas nécessairement un retour de reconnaissance, mais au contraire, on en veut beaucoup aux gens qui ont eu raison pendant que vous aviez tort et que vous disiez que c'était pas vrai, parce que l'INSERM avait fait une réponse officielle disant que c'était pas vrai, que c'était merveilleux, que tout allait très bien. C'est pas vrai que ça va bien. Donc il y a une part de recherche fondamentale qui est bonne, mais qui est la même que celle du CNRS. Il y a une part qu'on voit, là c'est devenu caricatural, une part de la recherche médicale est devenue juste la réalisation d'essais thérapeutiques pour l'industrie pharmaceutique. Et on voit bien que là, les prix de l'INSERM ont été distribués majoritairement, c'était jamais arrivé, donc c'est une dégradation au fur et à mesure. Ont été donnés quasiment qu'à des gens qui avaient travaillé avec l'industrie pharmaceutique pour les essais thérapeutiques. Donc on voit bien qu'on ne va pas aller loin avec ça. Voilà. Donc c'est une vraie question. Et donc tout ça se résume à des interférences entre les uns et les autres, entre les réseaux parisiens, et c'est pas comme ça qu'on fait de la science. Voilà. Ça ne marchera pas, ça continuera pas à marcher. Moi, le modèle que j'ai pris pour l'IHU, je vais le regarder en Chine, parce qu'en Chine, ils avaient 15 ans d'avance sur nous. Et donc, c'est ces modèles qu'il faut prendre, et maintenant, il faut arrêter ces querelles enfantines, et il faut restructurer profondément la recherche médicale en abandonnant des pans entiers de ce qui se fait depuis des années qui ne marche pas. Voilà. Donc si ça ne se fait pas ça, ça restera des mots en l'air, et on le voit que toutes les échéances qui étaient importantes, c'est-à-dire définir des stratégies diagnostiques, définir des stratégies thérapeutiques, définir des stratégies de veille sur le virus par les séquences génomiques, eh bien, à part nous, personne ne l'a fait. Et donc c'est un point qui ne sommes pas à l'INSERM parce qu'on s'est fait foutre dehors de l'INSERM quand même. Donc parce que, essentiellement à cause de ce phénomène-là, je dis écoutez, il faut que l'INSERM ressaisisse sa politique, parce que c'est pas comme ça qu'on amènera à faire de la recherche médicale. La recherche médicale, ça se fait avec les gens qui font de la santé, et on ne peut pas laisser les gens dans les hôpitaux n'avoir comme source de financement quasi exclusivement les financements du ministère soit utilisés dans les hôpitaux à de multiples fonctions, soit maîtrisés par des gens qui ne font plus que de la méthodologie. La méthodologie n'a jamais créé quoi que ce soit. La découverte scientifique et médicale, c'est pas de la méthodologie. Voilà. 90% de ce que vous prenez pour vous soigner n'a jamais été évalué par des méthodologies. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Voilà. Donc il faut rendre de la créativité. Il y a péril en la demeure parce que, en plus de ça, les meilleurs, c'est-à-dire ceux qu'on peut reconnaître dans la bibliographie comme étant les highly cited, partent de France. Il n'y en a pas qui viennent. Maintenant, c'est la fuite des cerveaux est un deuxième niveau, c'est-à-dire que c'est les PUPH ou ceux qui vont être nommés PUPH, c'est-à-dire les profs, les jeunes profs, ceux qui devraient être nommés jeunes profs, s'en vont dans le privé aussi parce qu'ils en ont assez, parce qu'ils ne sont pas attachés. La seule raison de rester dans les hôpitaux universitaires, c'est de faire de la recherche. Il n'y en a pas d'autre. Parce qu'on gagne moins bien sa vie, on a toute la rigidité des hôpitaux. Si vous n'avez pas la recherche, vous n'avez plus de raison d'y rester. Donc c'est un point qui est un point essentiel de sauvegarde
de la recherche française et de notre avenir. Donc c'est un point très important. Je suis content que le président le remarque. C'est bien qu'il aide ceux qui ont déjà commencé à réaliser les choses malgré tous les obstacles et qu'il essaie d'éviter que nous soyons persécutés par les uns et les autres parce qu'on fait notre travail alors que les autres ne le font pas. Donc je pense que c'est extrêmement important. Où en est-on actuellement de l'épidémie ? On a l'impression en France et ici que le nombre de cas réaugmente, ici doucement, mais vous savez qu'ailleurs en Europe, ça flambe. Alors ce qui est intéressant, c'est que il faut parler des traitements et des vaccins d'une manière qui soit dédramatisée. Il y a une tension qui est imprimée par la presse, un certain nombre de politiques là, qui fait de ça des enjeux qui sont des enjeux quasi religieux. C'est des malades. On ne peut pas prier le vaccin comme si c'était Dieu. Ce vaccin, c'est un outil parmi d'autres. Il a des avantages, des inconvénients. Il faut les regarder avec lucidité. Tout devient un enjeu. On a l'impression de vivre, et c'est devenu une guerre mondiale. Parce qu'on a l'impression que ça se passe en France, mais ça se passe là, je vous verrai, on a mis sur notre site 2 interviews d'Américains qui pensent. Bien sûr, ceux qu'on a choisis, c'est ceux qui pensent plutôt comme nous, que ceux qui pensent l'inverse. Pensent l'inverse, il y en a suffisamment en France, c'est pas la peine d'aller chercher en Amérique. Donc, moi je suis invité à aller parler partout, si je veux. Donc, il y a partout dans le monde. D'abord, il y a plus de la moitié du monde qui utilise les traitements qu'on recommande en disant, écoutez, il faut traiter les gens, et donc on a ce qu'on a sous la main. Tout le monde que ça ne leur fait pas de mal, au moins on verra bien si ça fonctionne, ce qui est une pratique médicale habituelle. Hein. Et puis, dans les pays occidentaux, une dramatisation qui est multiple. Hein. Je ne dis pas que tout ça, c'est simplement... Il y a des intérêts financiers aussi dessus. Quand on voit les sommes qui sont manipulées, on voit bien qu'on ne peut pas lutter contre ça. 1 milliard de bénéfices de Gilead pour un médicament qui ne sert à rien. Pfizer qui a prévu 21 milliards de bénéfices pour l'année 2021 ne peut pas jouer contre ça. C'est des tout petits, des gamins là, jouer face à des forces qui sont inouïes. D'ailleurs, les gens qui défendent le vaccin, soit par idéologie, soit parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, ont réussi, pour la première analyse coût-bénéfice qui avait été publiée sur les vaccins qui étaient publiés dans Vaccine, à le faire rétracter par l'éditeur, alors que les auteurs disent, mais enfin, toutes les données qu'on vous donne sont exactes. Vous pouvez rétracter un papier comme ça. Donc, ils avaient eu la même tentative contre moi pour le premier papier qu'on a fait sur l'hydroxychloroquine. On a été harcelés pour rétracter le papier. Je l'ai refusé. Je leur ai envoyé une lettre d'avocat pour qu'on ne rétracte pas ce papier, qui est le papier le plus cité de tous les papiers sur la thérapeutique du Covid-19 et qui a été utilisé par très nombreux pays pour commencer à l'utiliser. D'ailleurs, je vous suggère d'écouter les commentaires de M. Rich et de M. McCulloch, qui sont en anglais, mais pour lesquels il y a déjà des sous-titres. Bientôt, il y aura des sous-titres sur notre chaîne pour voir effectivement l'influence qu'a eu ce papier sur des stratégies thérapeutiques. Donc, le débat a pris un ton de passion lié d'une part au maniement de la peur, qui détermine des passions extrêmes, d'autre part à des passions, parce que finalement, une partie de la science est devenue un substitut religieux aux gens qui ne croient plus qu'au progrès et à l'avenir, et si on leur enlève ça, on leur enlève leur seule raison de vivre, et donc ils ont une tension qui dépasse l'entendement. Donc on va essayer, nous, encore une fois, moi je suis pas là pour obéir ni à la Pravda. Ce que j'appelle la Pravda, c'était le journal officiel en URSS, qui veut dire la vérité. Oui, donc vous aviez le journal tous les jours qui est la vérité. Alors nous, la vérité, c'est un certain nombre de médias et journaux qui tous les jours vous disent la vérité. Mais la vérité, c'est pas la vérité, c'est ce qu'ils pensent. C'est pas inintéressant, tous les avis sont intéressants. Mais moi, je n'obéis ni à la Pravda, donc je n'en ai pas en URSS, donc je ne peux pas obéir à la Pravda. Je n'obéis pas à la propagande, pas plus la propagande qui était celle des nazis ou qui était celle de l'Amérique au moment après le 11 septembre, où ils essayaient de faire croire que c'était Saddam Hussein qui avait bombardé les tours jumelles. Enfin, mais ils avaient réussi. Au bout d'un an, 70% des Américains pensaient que c'était Saddam Hussein qui avait fait détruire les tours jumelles. C'est extraordinaire, la propagande. Hein. Ou la propagande russe, vous savez, on a vécu la même chose en France. Vous savez, il y a des gens célèbres. Il y avait
un Russe qui s'était évadé du RSS dans les années 50, qui s'appelait Krashenko, J'ai choisi la liberté. Et nos bien-pensants terribles, dont Jean-Paul Sartre avait écrit une pièce que je vous recommande, qui s'appelle Nekrasov, qui montre que c'est un escroc, que c'est un bandit, et tout le monde sait maintenant que tout ce qu'il racontait, c'était juste la vérité. Donc c'est ce harcèlement des gens qui ne sont pas dans ce que vous pensez être, qui étaient de l'autre côté, aux États-Unis, ils persécutaient les gens qui avaient des liens avec le Parti communiste, ils leur interdisaient de jouer au truc. Donc cette volonté tyrannique, dictatoriale du pouvoir dans des situations de tension, elle est banale et elle revient, mais il faut faire attention, parce que de toute manière, la réalité finit toujours par émerger. Et donc, à la fin, de toute manière, c'est pour ça qu'après toutes ces étapes, ce que j'ai dit qui allait se passer, aussi bien sur les tests qu'il fallait faire et pas refuser de tester les gens, le fait qu'il faut traiter les gens précocement, le fait qu'il faut les prendre en main, le fait qu'il faut mesurer l'oxygène à la maison, le fait qu'il faut éviter de commencer sa vie avec le Covid en rentrant dans une réanimation, tout ça, tout le monde est d'accord maintenant, je le vois bien. Hein. Donc, tout ça, je l'avais écrit, le fait qu'il y ait des variants. Moi, je disais ça en août 2020, tout le monde est d'accord. Maintenant, on ne parle plus que de variants, ceci, variants, cela. Et quand même, les gens disaient à la télévision que les variants, qui sont les mêmes qui reviennent à la télévision de manière régulière, d'ailleurs, que les variants n'existaient pas. C'est ridicule, en plus, quand on connaît les virus ARN. Tout ça est ridicule. Voilà. Donc, la situation actuelle, c'est qu'on voit que le vaccin les vaccins en piste avaient jusqu'à présent, jusqu'au variant indien, une certaine efficacité que moi j'avais évaluée à entre 60 et 80%. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit dès le début, parce que c'était ce que donnaient les premières données sur le terrain, et pas celles qui n'ont été fournies que par l'industrie, parce que je crois pas. Je ne prends pas directement ce qu'on nous donne dans des trucs qui sont tellement cadrés que et comme vous n'avez pas accès aux données, vous ne pouvez pas le voir pour de bon. Vous êtes obligé de faire confiance. Virgile disait à propos dans l'Énéide, je me méfie des Grecs et de leurs cadeaux, ce qui faisait référence au cheval de Troie. Donc il y a des gens dont je me méfie des cadeaux. Hein. Il y a des gens dont je ne me méfie pas des cadeaux. Il y a des gens dont je me méfie des cadeaux. Ceux de l'industrie en général, je me méfie de leurs cadeaux. Voilà. Je ne crois pas qu'ils me fassent des cadeaux pour ma bonne mine. Donc nous, on a regardé. Maintenant, on a interrogé à peu près 50 000 personnes qui venaient pour se faire dépister. On a séparé les vaccinés des non-vaccinés. Voilà, c'est ce travail-là qui montre qu'il y a une protection. Il y avait une protection jusqu'à ce moment-là qui était sur le fait d'être infecté de 80%. D'accord ? Mais, en revanche, chez les vaccinés, il n'y avait pas de différence dans la sévérité de la maladie entre ceux qui étaient vaccinés et ceux qui n'étaient pas vaccinés. Mais ça, c'était avant le variant indien. Voilà. Le variant indien, il apparaît comme étant beaucoup moins protégé par la vaccination. Et donc, vous voyez que c'est lui qui explose en Angleterre. Il y a maintenant 25 000 cas par jour. C'était le pays, on dit, regardez, grâce à AstraZeneca, en été, c'était associé à des mesures de fermeture de frontières. Et donc, on ne sait pas trop où est des cycles naturels de l'évolution des variants, ce qui fait qu'on n'arrive pas très bien, c'est multifactoriel, on n'arrive pas très bien à savoir qui est responsable de quoi. Vous voyez qu'en Israël, c'est Pfizer, mais aussi Pfizer, l'Israël s'est transformé en une île dans laquelle on ne pouvait plus rentrer, et donc quelle est la part de l'évolution générale de l'épidémie qui s'est déroulée un peu partout, un peu plus tôt, un peu plus tard de la même manière, quelle était la part de l'isolement politique réalisée par Israël à ce moment-là, et quelle est la part de la vaccination, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que ce n'est pas une baguette magique, ce que je disais, bien qu'un auteur israélien ait dit c'est une baguette magique, il n'y en a plus, c'est fini, bon, ça augmente, pareil, il y a des gens en réanimation, pareil. Et donc, j'ai moins d'informations sur le variant qui circule ici, mais moi je peux vous dire que la moitié des cas que l'on a eu de variants indiens identifiés étaient survenus chez les vaccinés. Donc, variant indien, un potentiel qui n'est pas négligeable d'évolution. Donc, le vaccin tel qu'il existe maintenant, moi je pense, et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui pensent ça, c'est qu'il ne faut pas faire de vaccin AstraZeneca aux femmes de moins de 50 ans parce qu'elles risquent de faire des caillots sanguins
Là, on a plein d'exemples, on sait fixer la fréquence, et donc il ne faut pas l'utiliser dans ces conditions-là. Donc si on doit vacciner des femmes de moins de 50 ans, il vaut mieux utiliser ce que nous avons par ailleurs, pour lequel on n'a pas décrit ces manifestations pour l'instant. Et donc, encore une fois, il y a beaucoup de pays qui abandonnent le AstraZeneca. Pour le Pfizer qui a été le plus utilisé, ce type de manifestation n'a pas été retrouvé, ne présente pas ce même type de danger. Parmi les choses qui ont été notifiées récemment, cette fois-là, c'est chez les hommes jeunes, ont été notifiées des atteintes du cœur, myocardite, avec des troubles du rythme. Et donc c'est intéressant, vous voyez que l'histoire dit, les gens sont excités comme des fous sur les risques cardiaques de l'hydroxychloroquine, avec, y compris récemment, une revue dans la Nature Communication qui est une manipulation incroyable, ça en partant de 500 études, d'arriver à 28 qu'on tripatouille ensuite pour montrer que la différence que l'on voit en réalité doit être lue à l'envers. C'est une espèce de miracle méthodologique qui laisse rêver. À côté de ça, en revanche, nos collègues toulousains, en réanalysant les données de l'OMS sur les effets secondaires, ont montré qu'il y avait beaucoup de troubles du rythme avec le remdesivir et qu'ils n'en voyaient pas avec l'hydroxychloroquine. C'est indépendant de nous, hein, c'est les déclarations qui sont faites dont personne ne parle. Parce qu'on a acheté du remdesivir, mais on ne l'utilise pas. Et puis le troisième truc, c'est de voir qu'effectivement, avec le vaccin Pfizer, oui, il y a des atteintes cardiaques, des myocardites, des inflammations du cœur chez les sujets jeunes. Et je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre elles vont être associées, parce que c'est un des éléments de la myocardite avec des troubles du rythme. Donc vous voyez, celui qu'on suspectait de donner des troubles du rythme a donné pas ou extrêmement peu de troubles du rythme, à condition qu'on le surveille. Tandis que les autres qui n'ont jamais été accusés de donner des troubles du rythme en donnent pour de bon. La réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est pas de prédire, c'est pas d'inventer des nouvelles choses. La réalité, c'est celle-là, et elle finit par s'imposer. Voilà. Donc, actuellement, pour ce qui concerne le vaccin, je continue à penser que les gens qui ont un risque de forme sévère ou de mortalité, et on les connaît, ces gens de plus de 65 ans, ou ceux qui sont plus jeunes mais qui ont des facteurs de risque importants, c'est raisonnable qu'ils se fassent vacciner. Pour le personnel de soins exposé, et compte tenu du fait que la maladie repart, je pense qu'il est raisonnable de se vacciner, même ça ne diminuerait que de 50 ou 60% le risque. C'est ce qui est évalué actuellement par les Israéliens. C'est mieux que rien. Mais à condition, il faut sortir de cette vision oui, non, c'est simple, il n'y a qu'à faire des vaccins, et puis vous verrez, ça sera terminé, et puis on tirera un trait, et on ne parlera plus Covid. Non, c'est pas comme ça. Il faut se battre en utilisant toutes les armes que nous pouvons, la détection précoce, la prise en charge précoce médicale, la surveillance précoce, en surveillant les taux d'oxygène. Voilà, c'est une maladie comme les autres maladies, il faut que les médecins s'en occupent, il faut revenir à la médecine, il faut faire de la médecine. Et donc le vaccin vient en complément, mais ce n'est pas un vaccin d'une nature, c'est un vaccin qui est plutôt d'une nature, comme le vaccin de la grippe, ce n'est pas un vaccin comme la rougeole, si vous voulez, le vaccin contre la rougeole qui est théoriquement susceptible d'éradiquer la maladie, ou comme la varicelle. Vous voyez, ce n'est pas des vaccins très immunisants face à des virus très stables. Ce n'est pas le cas, c'est un virus instable. Et donc, moi j'étais depuis le début, je crois qu'on commence à faire ça en France, pour des vaccins traditionnels comme le vaccin contre la grippe, qui sont des virus inactivés, avec des adjuvants qui renforcent leur pouvoir, en faisant des mélanges de souches. Au fur et à mesure que de nouvelles souches vont arriver, on rajoute ces souches, et puis on fait une vaccination annuelle aux gens en particulier qui sont les plus fragiles. Voilà, on revient à une histoire de bon sens et une maladie infectieuse respiratoire de plus, et puis voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Merci beaucoup.